miroir des poètes. La poésie classique est-elle soluble dans le XXIe siècle? Deuxième épisode, à la recherche de la clé secrète. Théodore de Banville, célèbre poète du milieu du XIXe siècle, a une définition de la poésie sans appel dans son petit traité de la poésie française. Il dit « Le vers est la parole humaine rythmée de manière à pouvoir être chantée, et à proprement parler, il n'y a pas de poésie et de vers en dehors du chant. Tous les vers sont destinés à être chantés et n'existent qu'à cette condition. » Une définition radicale, donc, qui tient autant de l'invective que d'une fidélité absolue à Orphée, héros de la mythologie grecque qui était autant poète que musicien. La prosodie du XIXe siècle est l'apogée d'une technique poétique apparue à la fin du XIIe siècle et qui n'a cessé de se perfectionner. Elle a pris successivement en compte le rythme, la musicalité et bien d'autres notions issues du chant, du langage et de la musique, pour se calquer sur une expression humaine idéalisée qui peut également être dite ou chantée sans perdre en musicalité ni en rythme, puisque ce sont des notions comprises dans le corps du texte. La prosodie du XIXe siècle est l'apogée d'une technique poétique apparue à la fin du XIIe siècle et qui n'a cessé de se perfectionner. Elle a pris successivement en compte le rythme, la musicalité et bien d'autres notions issues du chant, du langage et de la musique, pour se calquer sur une expression humaine idéalisée qui peut également être dite ou chantée sans perdre en musicalité ni en rythme, puisque les indications sont comprises dans le corps du texte. C'est l'un des énormes avantages de la métrique sur le vers libre ou la prose qui ne contiennent aucune indication de chant ou de lecture laissée par l'auteur en personne. Mais avant d'aller plus loin et afin de dissiper les doutes, les incompréhensions et de ne pas se fatiguer dans des allées et venues au fond des dictionnaires, puisque nous l'avons fait pour vous, nous allons commencer par éclaircir des termes inusités aujourd'hui sans lesquels on ne comprendra rien. La prosodie et la métrique. La prosodie, c'est très simple, c'est l'ensemble des règles relatives à la métrique. Et la métrique, c'est la science qui étudie les éléments dont sont formés les vers, c'est-à-dire la césure, le pied, les mystiches, sur lesquels nous reviendrons bien sûr. La frontière entre ces deux termes est ténue comme on le voit. On peut résumer grossièrement ces définitions en disant que la prosodie consiste entre autres à compter un nombre de pieds. Le pied est presque semblable à la syllabe, mais nous y reviendrons. La frontière entre ces deux termes est ténue comme on le voit. On peut résumer grossièrement ces définitions en disant que la prosodie consiste entre autres à compter un nombre de pieds imposés dans le vers tout en respectant les rimes. La prosodie n'a pas pour but de coller à la prononciation liée à un lieu ou une époque, mais de créer une diction française, intemporelle et universelle, qui traverse sans difficulté les espaces et les époques en restant compréhensible. Elle respecte les règles strictes de la rime, de l'alternance des rimes masculines et féminines, de la régularité, de la césure, de l'élision, de la prononciation du E muet et de bien d'autres règles sur lesquelles nous reviendrons, avec toutes les explications nécessaires. Bref, l'avis d'un seul homme n'aurait pas suffi à parfaire la cohérence et la perfection de la versification classique. Des siècles ont été nécessaires. C'est comme un instrument de musique ou un outil qui, au XIXe siècle, serait parvenu à un perfectionnement technique absolu. Nos auteurs phares ont été fortunés de recevoir dans les mains un outil pareil, et nous aussi, par la même occasion. Il a été forgé par nos ancêtres durant des centaines d'années, avec patience et méticulosité avant d'atteindre son apogée au XIXe siècle. Il faudrait jeter cet art à la poubelle parce que son origine remonte à la nuit des temps, pour raison de modernité, parce qu'il est devenu si parfait qu'on ne peut plus l'améliorer? Ça serait comme se passer de l'usage de la roue sous prétexte que l'invention est trop ancienne et qu'à l'ère moderne, il faut être progressiste, réinventer l'eau chaude et utiliser des roues carrées. On ne trouve dans les vers de Charles Baudelaire, d'Arthur Rimbaud et de tous leurs semblables nulle entorse au hiatus, à la césure, à l'alternance des rimes féminines et masculines, à la diérèse, la synérèse et aux dizaines d'autres règles auxquelles les grands poètes se sont pliés. Des termes qui apparaissent aujourd'hui aux profanes que nous sommes comme des barbarismes, car ils ne sont plus enseignés dans leur complexité et leurs usages,
parce qu'ils sombrent dans l'oubli, mais sur lesquels nous allons justement faire la lumière dans ces émissions. Ils expliquent pourquoi un poème qui respecte la métrique est un chef-d'œuvre grandiose et inaltérable, comme l'est une symphonie ou une cantate ou un requiem. Des poètes comme Charles Baudelaire pouvaient passer des semaines entières sur la composition d'un texte. Mais pour utiliser la métrique, il faut accepter de se familiariser avec un langage crypté et surtout partir à la recherche d'une clé secrète qui ouvre les arcanes de la poésie classique en éclairant la façon dont elle est construite, composée, structurée, architecturée. Cette clé explique comment chaque vers de chaque grand poète est le fruit d'un travail de titan. Comme la musique, la poésie atteint plus facilement son but si elle respecte les règles. Est-ce qu'un grand compositeur aurait pu se passer de mesures, de temps, de clés de sol, de double croche ou de solfège ? Ainsi, on comprend mieux pourquoi la poésie classique passe les siècles, pourquoi les auteurs d'antan furent des génies qui parvinrent à allier une technique implacable, compliquée, diabolique, à une créativité débordante, saisissante, qui faisait entrer les sens et les visions dans un carcan de métrique inflexible, dans un nombre de pieds déterminé qui ne varie pas du début à la fin du poème. En comparaison, il est tellement plus simple, plus facile et plus rapide de produire du vers libre au kilomètre sans se soucier de prosodie ni de structure. Les règles de la métrique poétique sont tellement exigeantes et complexes qu'elles consistent à faire passer un chameau par le chat d'une aiguille, rien de moins. Rien d'impossible ou de surhumain cependant, puisque bien d'autres l'ont fait avant nous. Lorsqu'on lit Les Chats de Charles Baudelaire, un sonnet en alexandrin, c'est-à-dire un sonnet composé de 12 pieds par vers, on se rend immédiatement compte de sa précision, de son rythme et de sa musicalité. Écoutez plutôt. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats, puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Les vers semblent couler naturellement comme si l'auteur les avait écrits d'une traite. Le travail de titan de Baudelaire et l'usage rigoureux de la métrique est invisible. Et pourtant, il y a dans ce sonnet le respect parfait de la prosodie, la quintessence de la métrique poétique. Des dizaines de règles régissent chaque vers et si nul ou peu de gens les connaissent aujourd'hui, Charles Baudelaire et ses semblables les maîtrisaient parfaitement car elles étaient enseignées à l'école. L'idée de la poésie comme chant prend ici tout son sens, puisque ces vers peuvent être chantés pour peu que l'on se calque sur des mesures musicales, comme nous l'avons vu en clôture du premier épisode, avec sa mise en musique. On peut par exemple remarquer l'alternance parfaite de rimes féminines, des mots qui se terminent en « e », et de rimes masculines, qui se terminent par toutes les autres lettres, et qui rythment le poème du début à la fin. Il s'agit ici de rimes riches, de une ou deux syllabes, ce qui est particulièrement difficile, et qui respectent en plus les singuliers et les pluriels de chaque mot, car en métrique, c'est une règle absolue. Bref, vous l'aurez compris, c'est un tour de force, comme la plupart des poèmes de Baudelaire. Difficile d'imaginer ce texte en vers libre sans qu'il perde sa charge, sa puissance et sa musicalité. Pour clôturer cette deuxième émission et pour rester dans la musicalité, voici la mise en musique de L'Oiseau bleu, un poème signé par Alphonse Daudet que l'on connaît plus pour ses lettres de Montmoulin que pour ses poèmes.
charmante créature, si mignonne que sa ceinture n'a pas l'épaisseur d'un cheveu. Il lui faut du sang pour pâture. Bien longtemps je me fis un jeu de lui donner sa nourriture. Les petits oiseaux mangent peu. Sans rien laisser paraître, dans mon cœur il a fait le traître. Un trou large comme la main, comme la main. Et son bec fin comme une lame, en continuant son chemin, est entré jusqu'au fond de mon âme, mon âme. Il lui faut du sang pour pâture. Bien longtemps je me fis un jeu de lui donner sa nourriture. Les petits oiseaux mangent peu.